Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir. Bonsoir Ziad, et on rappelle donc la une de Afrique Magazine. En ce mois de novembre, l'équation jeune. Patricia Alémonière est à vos côtés, grand reporter et spécialiste des relations internationales. Bonsoir Patricia, face à vous ce soir Thomas Hoffnung. On est ravis de retrouver chef du service Monde au journal La Croix. Thomas, la une de l'hebdo cette semaine, se protéger du terrorisme, à quel prix? Et puis Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, est également à nos côtés ce soir. Au sommaire donc de cette émission, la progression des djihadistes du JNIM au Mali, 12 ans après l'opération Serval et 5 après le coup d'État du général Assimi Goïta. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans asphyxie la capitale Bamako avec un blocus, mais pourrait-il aller jusqu'à prendre le pouvoir? On en discutera. Ahmed Al-Shara, lui, était à Washington, visite historique, une première d'ailleurs pour un président syrien depuis 1946. Image saisissante surtout d'un ancien djihadiste qui poursuit ainsi son opération de réhabilitation diplomatique auprès des Américains qu'il avait pourtant détenus en Irak. Il est libre. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a bénéficié d'une grâce de la présidence algérienne après 361 jours de détention. Âgé de 81 ans, atteint d'un cancer, il purgeait une peine de 5 ans de prison. L'Allemagne a joué un rôle majeur dans ce dénouement qui redonne espoir aussi dans un autre dossier, celui du journaliste sportif Christophe Glaise. Et puis, commémoration ici à Paris des attentats du 13 novembre 2015, les pires perpétrés sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. Hommages multiples, la charge émotionnelle très forte hier, notamment avec l'inauguration d'un jardin du 13 novembre près de l'hôtel de ville. Commémoration alors que la menace terroriste reste forte sur le territoire français, selon le ministre de l'Intérieur. Bamako va-t-elle tomber aux mains des djihadistes? Le scénario semble possible alors que le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui contrôle déjà une grande partie du territoire malien, asphyxie désormais la capitale en paralysant largement les axes majeurs qui la relient au reste du pays, s'enrichissant au passage en s'attaquant aux camions-citernes de carburant venant du Sénégal ou de Côte d'Ivoire. Alors que la situation ne cesse de se dégrader, plusieurs pays, les États-Unis ou encore la France, ont conseillé à leurs ressortissants de quitter le pays. Par ailleurs, vague d'effroi dans le pays après l'assassinat d'une blogueuse vendredi dernier, Mariam Cissé, exécutée publiquement à Tonka dans la région de Tombouctou, où elle publiait régulièrement des vidéos pour entre autres soutenir l'armée. Malgré ce contexte, le ministre malien des Affaires étrangères se veut rassurant. On va l'écouter. Le Mali est debout, il y a des difficultés, il y a eu des perturbations du système d'approvisionnement. À un moment, l'État s'est organisé, a mis en place un plan stratégique pour reprendre l'approvisionnement, pour assurer la sécurité des convois et plus généralement intensifier des opérations militaires pour la sécurisation du pays. Ziad, peut-être pour commencer un petit rappel sur le JNIM. C'est un conglomérat de mouvements. Oui, c'est un conglomérat de mouvements qui mène une guerre ancienne, puisque Serval 2013. Et l'intervention française, déjà à l'époque, c'était pour bloquer la descente des différents mouvements djihadistes vers Bamako. Donc on est dans ce scénario d'une guerre ancienne, structurée, avec un mouvement qui adapte sa stratégie en fonction de sa force et des objectifs et des faiblesses de son adversaire. On a un petit peu de mal à décrypter la stratégie finale. Est-ce qu'il s'agit de prendre le pouvoir et de prendre la ville de Bamako, ce qui n'est pas aussi évident non plus. C'est-à-dire, c'est une ville très peuplée, c'est la population, même si elle est épuisée par le blocus, par la guerre. On va peut-être d'ailleurs voir une carte de cette véritable asphyxie que subit la capitale. C'est pas forcément des gens qui soutiendraient un régime de type charia dans un pays qui a une vieille tradition confrérique, d'un islam très très tolérant, où les femmes jouent un rôle très important dans la société civile. Donc c'est pas, je veux dire, la bascule n'est pas si simple, mais en même temps l'État est tellement fragilisé, avec des forces militaires qui sont d'abord désunies, parce qu'il y a beaucoup de militaires qui ont été mis en prison pour tentative de coup d'État supposé ou réel. Deuxièmement, il faut qu'ils contrôlent tout le nord du Mali, parce que c'est l'enjeu de la bataille, mais maintenant, à cause des attaques sur les convois, il faut étirer les lignes dans le sud. Donc cette armée, elle est vraiment élasticisée au plus haut point. Donc il y a quand même la volonté, à mon avis, de faire chuter le régime, ça c'est sûr, et d'essayer d'installer probablement un régime, j'allais dire proto-islamique ou disons qui serait plus prêt à discuter avec
avec Rally, les gens du JNIM, pour créer une espèce de république proto-islamique, proto-afghane, post-afghane ou quelque chose comme ça, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Alors c'est là que ça devient stupéfiant, c'est-à-dire que ça fragilise tous les pays de la région. Patricia, vous n'avez pas l'air entièrement d'accord avec Ziad. La conquête du pouvoir, c'est pas l'agenda ? Non, je pense pas que ça soit l'agenda, tout simplement parce qu'ils peuvent pas prendre le pouvoir, ils peuvent pas garder une ville de plus de 3 millions d'habitants, ils n'ont pas les forces nécessaires. Alors, il y a plusieurs choses là encore, il y a des lectures, j'ai envie de dire, en strate. Premièrement, tout ça a commencé parce qu'effectivement, le JNIM, enfin, donc le groupe là, qui est celui, enfin, qui est un descendant de la mouvance créée par Yad Ghali, vous vous en souvenez, ce Touareg qui avait pris les armes et qui s'est réclamé d'un islam radical du temps de Serval, effectivement. Donc, le JNIM a mené une campagne depuis plusieurs mois qui est effectivement d'attrition économique. Mais l'IGS et le JNIM aussi le mènent autour de Bamako et le mènent aussi au Niger. Là, simplement, ça a pris une dimension autre parce que le gouvernement, les autorités maliennes ont décidé d'interdire la vente de bidons de pétrole pour les mobylettes. Or, comment se promènent les djihadistes et comment les djihadistes attaquent ? Eh bien, par horde en moto et en mobylette. Bon, c'était la petite goutte d'eau qui a fait en sorte qu'ils se sont mis à attaquer les convois. Mais au-delà de cette attaque de convoi, ce groupe islamique et les soutiens dont il dispose n'est pas capable de tenir une ville. Qu'est-ce qu'il fait depuis le début ? Il étend totalement sa surface d'influence. Mais il n'a aucune ville. Il dicte aussi un certain nombre de règles qui sont respectées. Dans les campagnes, les femmes sont obligées d'avoir la tenue islamique. On a vu cette jeune fille tiktokeuse qui a été effectivement assassinée en pleine ville. Mais ils ne tiennent aucune ville. Ils ne tiennent ni Caille, ni Tombouctou, aucune des villes. Ils ne tiennent même pas des petites villes. Ils tiennent des petits villages, effectivement. Et chaque fois, les villages qu'ils tiennent, c'est après un blocus. Effectivement, c'est après un blocus et chaque fois, le blocus cesse parce que les anciens du village ou des associations qu'on appelle de médiation vont discuter avec les djihadistes et donc le blocus cesse. Donc l'attrition la conquête de Bamako, j'y crois pas. Ce que je crois plutôt, c'est effectivement, comme le disait justement Ziad, à une fragilisation extrême du pouvoir. Peut-être que le pouvoir... ça j'en suis moins sûre, pourrait un peu craquer de l'intérieur, et en tout cas être conduite à mener une médiation avec, comme ils font dans les villages en quelque sorte, une médiation avec le groupe, le JNIM. Et à ce moment-là, de médiation en médiation, on peut arriver à un accord qui pourrait conduire à l'établissement d'un État régi par la charia. Ce scénario-là, certains pensent qu'il peut être probable. Moi, je pense qu'il faut être très prudent quant à la probabilité d'un tel scénario parce que l'armée malienne s'est quand même énormément renforcée. Elle a acheté des tas d'armes, elle a acheté des chars, elle a acheté des avions, elle a des hélicoptères qu'elle n'avait pas du temps des Français. Donc elle est quand même un peu plus opérationnelle, même si elle est divisée, ils se disputent et il y a une crise du pouvoir, effectivement. Mais pour l'instant, ça tient encore. Thomas, en tout cas, cette progression du JNIM, c'est un échec assez visible de la junte au pouvoir et de ses alliés russes aussi. Pour le coup, oui. Et oui, on ne parle pas du tout des Russes dans tout ça, en fait. Ils ne se sont pas du tout exprimés, enfin, à ma connaissance. Non. Est-ce que la Russie pourrait ce groupe dépêcher de nouvelles unités pour renforcer, être aux côtés et soutenir l'armée malienne et la junte au pouvoir ? Et on n'a pas entendu non plus les pays alliés, Burkina, Niger ? Non, parce que je pense que tout le monde est affairé, si je puis dire, tout le monde a ses propres problèmes. La Russie, bon, bien sûr, elle est enlisée quand même, il faut le dire, même si elle progresse en Ukraine. Alors c'est vrai qu'envoyer quelques milliers d'hommes, je pense qu'elle pourrait le faire, mais peut-être, soyons prudents par rapport à ce que va faire la Russie. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est ce silence. Et simplement, moi j'aurais une prudence aussi, mais peut-être inverse par rapport à Patricia. Je pense que des exemples récents ont montré qu'il y avait parfois des surprises, des ruptures incroyables. Je veux dire, certes, le JNIM, c'est pas les talibans, mais qui aurait pu penser que les talibans allaient avancer aussi vite sur Kaboul ? Alors, c'est une force beaucoup plus structurée, qui avait déjà administré le pays. Je suis d'accord, c'est pas la même chose. Mais il y a d'autres exemples, même la Syrie dont on va parler, Al-Shara, c'était une offensive éclair. On sait, honnêtement, moi je ne sais pas ce qui peut se passer. Est-ce que le JNIM peut monter en puissance si jamais l'armée en pleine déliquescence s'effondre? Est-ce que des gens ne vont pas rallier une force alternative? Mais à ce moment-là, peut-être faire grossir les rangs du JNIM
Tout est possible s'il y a un vide du pouvoir. Après, tenir une ville comme Bamako, c'est vrai que c'est une ville tentaculaire, mais vous avez des hommes en armes, la population terrorisée, et avec quelques milliers d'hommes. D'ailleurs, c'était la crainte des Français en 2013, quand François Hollande a lancé l'opération Serval. C'était parce qu'il y avait des informations qui disaient que quelques centaines d'hommes, quelques milliers d'hommes étaient en train de descendre sur Bamako. Et il y avait cette crainte réelle du côté français. Mais il y a clairement, là où moi je pense que ce n'est pas sujet à débat, il y a clairement la volonté de changer la nature de l'État malien. Il y a clairement la volonté de faire tomber le régime militaire, de le remplacer par quelque chose de nettement plus compatible avec la vision islamiste que porte le JNIM et que porte l'État islamique, etc. Il y a aussi la question Touareg, qui est une immense question au Mali et de leur lien avec les islamistes. Donc c'est un pays qui est très affaibli structurellement depuis très longtemps. Et donc on fait aussi des raisonnements en partant du principe que économiquement ça tient, mais c'est totalement asphyxié. C'est-à-dire que il n'y a pas de carburant, donc il n'y a pas d'usine, donc il n'y a pas d'école, donc il n'y a pas d'université, donc il n'y a pas d'entreprise. Donc tout ça, c'est un pays qui est au ralenti. Donc combien de temps on peut tenir une population dans un tel étouffoir? Et ça inquiète aussi les pays voisins. Et puis il y a la question des liens, et en particulier 2-3 pays voisins qui sont la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal. D'abord pour l'infiltration possible de militants islamistes. 2, pour la question des réfugiés, parce que j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont dit qu'ils avaient un afflux inhabituel de Maliens qui passaient la frontière. Et puis surtout, ça pose la question de la stratégie des pays de l'AES. C'est-à-dire que sans avoir d'amitié locale, sans pouvoir s'appuyer sur les pays de la mer, ce que j'appelle les pays du Golfe, ils sont quand même coupés de tout. Et donc, quand on pense que c'est des camions qui font l'aller-retour entre le port de Dakar, le port d'Abidjan et Bamako, qu'il n'y a pas de stockage au Mali. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le Mali ne peut pas stocker du brut ou des produits raffinés, donc il faut que les camions fassent l'aller-retour. C'est des cibles mouvantes. Enfin, Ça montre bien aussi l'échec de ces différents pouvoirs, qu'ils soient ceux avant la junte ou la junte. Ils n'ont pas été capables de développer des économies capables de résister à ce genre de choses, parce qu'effectivement, ils dépendent de cette RN1 et RN7 qui conduisent au port. Et ils n'ont pas les moyens, effectivement. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas au bord de l'effondrement d'économie. L'armée peut craquer. Je veux dire, c'est si l'armée craque, c'est là le point important aujourd'hui, d'où ces arrestations dont parlait Ziad, effectivement, au sein de l'armée. Mais il faut un tout petit détail avant de passer. Il y a eu quelques enlèvements d'Émiratis, etc., ces derniers temps. 20 millions pour les faire sortir. Donc l'argent est rentré dans les caisses du JNIM aussi, L'argent afflue en ce moment. Et donc, voilà, tout ça... Un dernier mot avant les dessins. Et puis, la question aussi, c'est comment vous pouvez mobiliser votre population quand vous avez, et dans les 3 pays, c'est pareil, à des échelons divers. Les Burkinabés ont l'air un tout petit peu plus solides que le Mali et le Niger. Mais au Mali, on a sacrifié la société politique. On a interdit tous les partis, toutes les associations civiles, tout l'appareil de la société civile dans un pays qui était très vivant. Et on peut beaucoup critiquer les régimes précédents, Ibrahim Boubacar Keïta, etc. Mais c'était quand même, malgré leur faiblesse, et en particulier militaire et la corruption qui les entourait, mais c'était quand même des sociétés civiles ouvertes. Il y avait un débat, des journaux, des publications, une discussion sur où doit-on aller, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. À Bamako, à Ouagadougou. Laure, les dessins sur le Mali. Oui, je vais vous montrer trois dessins. Un premier dessin du grand dessinateur Glé qu'on ne présente plus pour vos confrères de RFI qui vient du Burkina Faso et qu'on va voir à l'antenne. Il a toujours à la fois l'art de la caricature, mais de la caricature très aiguisée, Damien Glé. Et dans ce dessin, il raconte 2 choses. Il raconte d'une part l'inquiétante pression djihadiste avec ces attaques sur les camions-citernes, mais aussi l'absence de capacité militaire dont parlait Patricia du GIM, aux moyens quand même somme toute rudimentaires. On voit la machette. Chef, pourquoi on incendie l'essence au lieu de l'utiliser? Arrête de faire l'intellectuel, lui répond le chef. Deuxième dessin du dessinateur aussi du Burkina, Main de Dieu, qui montre que 5 ans après son coup d'État, c'est donc l'échec ou la panne sèche, pour suivre la métaphore, pour le général Goïta et sa junte militaire. Et puis pour terminer, on parlait des Russes qu'on n'entend pas, mais moi je les convoque en dessin, avec ce dessin du dessinateur suisse de Bum, parce que c'est aussi une forme de constat d'échec pour les forces russes qui sont alliées à la junte et qui n'ont pas réussi à freiner la progression
pratiquants du djihadisme et qui, en plus, brillent de leurs exactions sur les civils. Russie, massacre de civils au Mali aussi. Rien à voir. Ici, on libère du djihadisme, pas du nazisme. Tout le monde aura compris la référence à l'Ukraine. Bref, on a mal au Mali, pour conclure. Merci beaucoup, Laure. On en vient maintenant à cette visite historique d'Ahmed al-Shara à Washington, une première pour un chef de l'État syrien depuis 1946, mais c'est surtout qu'Ahmed al-Shara est un ancien djihadiste d'Al-Qaïda, un temps détenu par l'armée américaine en Irak. Sa tête était encore mise à prix il y a un an. Et là, il a été reçu avec les honneurs dans le bureau ovale par Donald Trump, étape assez spectaculaire dans ce processus de réhabilitation diplomatique pour le président syrien par intérim, dont le pays est d'ailleurs passé à cette occasion d'État paria à allié des Américains, notamment dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. On va écouter Donald Trump, c'était peu après cette visite d'Ahmed al-Shara. Nous voulons que la Syrie devienne un pays très prospère et je pense que ce président syrien peut y parvenir. Je le pense vraiment. Je pense que ce dirigeant peut y parvenir. Les gens disent qu'il a un passé brutal. Nous avons tous un passé brutal. Mais oui, il a un passé brutal et je pense franchement que sans passé brutal, vous n'avez aucune chance. Patricia, l'homme fort. Bon, c'est difficile de ne pas sourire en entendant Donald Trump au sujet d'Ahmed al-Shara. Cette image quand même qu'on a vue tout au long de cette semaine d'Ahmed al-Shara qui joue même au basketball avec des généraux américains en poste au Moyen-Orient, on croit rêver ? La preuve donc qu'on peut faire une transmutation entre le djihadisme et l'homme raisonnable. Mais là, c'était express, transmutation. Non, parce que quand même, il a abandonné en 2015, 2015-2016. Donc, il a géré son proto-État d'une façon qui se voulait plus proche d'un djihadisme frériste, j'ai envie de dire. Voilà, c'était un peu ça. Et il avait dit à ses amis occidentaux, à tous les services de renseignement qui allaient le visiter, qu'il n'exporterait pas le djihadisme dans nos pays. Mais ce qui est étonnant dans la phrase que vous avez choisie de Trump, c'est effectivement ce rapport de Trump à la force. Et donc, ce qu'il admire dans al-Shara, c'est effectivement l'homme fort. Alors, au-delà de ça, al-Shara est là parce que MBS, le prince saoudien qui va recevoir, qui va arriver à Washington la semaine prochaine, l'a voulu, l'a souhaité. Je crois que sans le fort appui du prince saoudien, du prince héritier saoudien, al-Shara n'en serait peut-être pas là. Il est soutenu par les Turcs, mais il est soutenu par deux gros alliés dans la région de Donald Trump, les Turcs. Et pour faire Saoudiens. Reculer du coup l'influence iranienne définitivement. Alors sur certains dossiers, Trump aimerait peut-être aller un peu plus vite sur rejoignez les accords d'Abraham, sur faites la paix avec Israël. Ça va être un tout petit peu plus compliqué parce que le Golan, l'affaire est loin d'être réglée. Et vous avez vu qu'encore aujourd'hui, il y a un clash entre les hommes d'al-Shara et certaines milices de Russes qui sont plutôt proches d'Israël, on va dire. Donc, il y a une forte tension encore là, en Syrie, et puis une forte tension côté kurde. Donc voilà, on va revenir sur la politique interne à la Syrie, je sais pas quoi, et aller voir Poutine pour lui dire tu peux utiliser ta base en échange du pétrole. Il y a encore des difficultés dans le pays. Thomas, alors déjà, que recherche à travers cette normalisation Ahmed al-Shara, même si on connaît en partie la réponse, mais quel intérêt aussi pour les États-Unis dans ce processus ? Oui, je pense que des deux côtés, bien sûr, chacun a son intérêt. Alors, Patricia a mentionné les accords d'Abraham. Je pense que pour un Donald Trump qui est lancé dans une course échevelée au prix Nobel de la paix, qu'il n'a pas eu cette année, mais je pense qu'il concourra encore l'année prochaine, avoir une paix qui serait signée entre Damas et Tel Aviv, entre Israël et la Syrie. Alors bien sûr, il y a la question du Golan, c'est pas gagné, mais si jamais il y avait cette normalisation, ce serait quand même une avancée énorme pour cette région. Donc je pense que ça, c'est il veut aussi que la Syrie rejoigne les accords d'Abraham. Exactement, que la Syrie signe les accords d'Abraham. Et du côté d'al-Shara, je pense que lui, il a besoin d'un soutien financier énorme. C'est vrai que ce pays sort complètement à terre, exsangue de 14 années de guerre. Je crois qu'il y a des estimations qui parlent de plus de 200 milliards de dollars nécessaires pour essayer de relever le pays. Donc il a absolument besoin de l'aide américaine, du principal bailleur de fonds, enfin la principale puissance financière. Et puis, mais il joue sur plusieurs tableaux, al-Shara, parce qu'on voit aussi
que les Russes sont encore dans le paysage. On parlait des Russes dans le Sahel, mais ils sont aussi en Syrie. Il y a cette base navale à Tartous, donc apparemment il n'y a qu'une équipe technique sur place. Mais il y a encore une présence russe et il sait qu'il a besoin de tout le monde, mais côté américain surtout de l'aspect financier, je pense. Ziad, il joue effectivement un peu sur tous les tableaux pour asseoir son pouvoir. Non, mais je pense que c'est un homme en urgence. Il a des urgences existentielles devant lui. Un pays qui est complètement fracturé. Donc c'est la fin de la guerre a priori, mais c'est pas la fin de la guerre partout en Syrie. C'est cette mosaïque qui fait, on fait souvent le rapport avec le Liban, c'est la même mosaïque, complexité dans un pays encore plus grand, qui est encore plus central au cœur du Moyen-Orient, donc aux influences traversantes nombreuses. Donc il faut qu'il fasse la paix. Pour faire la paix, il faut lever les sanctions. Donc je pense que c'était un des points les plus importants du voyage, c'est d'obtenir du président américain qu'il soutienne la levée des sanctions, c'est-à-dire qu'il oblige le Congrès, qui d'habitude lui obéit, mais peut-être que sur un sujet aussi complexe, le Congrès sera moins, obéissant. Il faut que le Congrès lève les sanctions contre la Syrie pour que ça entraîne tout le monde derrière à lever les sanctions. Et puis il y a la question, je pense, qui est quand même assez fascinante de ce Trump remodeleur du Moyen-Orient. C'est-à-dire, il y a les accords d'Abraham, mais je pense qu'il a vraiment dans la tête ce rêve d'un Moyen-Orient transformé et que dans 50 ans, on dira, grâce à Trump. La Pax Americana, mais la Pax Americana, c'est aussi de sortir, que l'influence de la Russie soit contenue, que l'influence des autres acteurs soit. Enfin, c'est aussi une Pax qui fait que tout le monde ait un peu le doigt sur la couture. On fait du business. Il y a un nouveau patron du Moyen-Orient qui impose aussi des choses à Israël. Et une des choses qu'il faut imposer, c'est ce que tu disais sur le Golan, parce que les Syriens ne pourront jamais accepter, quel qu'il soit, que Syriens islamistes, post-islamistes, chrétiens, sunnites, etc., le Golan, de dire que le Golan n'est pas syrien, autant se suicider tout de suite. Et voilà. Donc, encore plus si les Israéliens prennent 15 km de plus. Donc, on voit à quel point... Mais quand même, il y a ces deux personnages... Iron Man Trump qui dit moi je sais comment, faut de la force, faut de l'autorité, on va remettre tout ça en place, mais remettre un siècle et demi de déséquilibre, c'est pas simple. Et puis il y a ce personnage quand même assez stupéfiant de El Shara, qui était il n'y a pas si longtemps un islamiste, puis après, comme tu disais, le chef d'un petit État, une petite enclave relativement calme, et qui aujourd'hui, avec une aisance quand même qui laisse un peu pantois, rentre dans le bureau ovale comme s'il était chez lui. Alors moi, j'ai une petite théorie, c'est que quand il était en prison chez les Américains... Il a pris l'Amérique. D'abord, il a appris à connaître les Américains. Je pense que les Américains ont appris à le connaître. Les Américains sont très pragmatiques dans leur analyse du futur. Et on peut très bien imaginer qu'il y a des liens qui se sont créés entre le renseignement et lui. Il a appris à jouer au basketball, sans doute. Ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'al-Baghdadi avait été détenu par les Américains. Oui, mais Baghdadi, il n'avait pas muté. Enfin, il n'avait pas cette ambition. Et puis il ne recevait pas les renseignements américains. La pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre. Patricia, on parlait tout à l'heure de la normalisation qui doit beaucoup au prince héritier saoudien, donc Mohammed Ben Salman. Quid d'une autre puissance régionale, la Turquie, qui contrôle jusqu'à présent une grande partie du nord de la Syrie. Comment est-ce qu'elle voit ce rapprochement entre Ahmed al-Shara et Washington? La Turquie a tout intérêt à œuvrer à ce rapprochement, parce que la Turquie a intérêt de rester en très bonne relation avec Donald Trump, parce qu'il y a des accords économiques, là encore, des avions, des missiles, enfin, il y a des contrats en jeu. Donc la Turquie, pour elle, ce qu'elle ne voudrait pas, c'est que MBS prenne le pas sur elle. C'est tout, si vous voulez. Bon, donc il faut que tout ce petit monde-là s'entende. Mais on oublie quand même quelque chose. On parle effectivement de lever le César Act, qui était un truc excessivement dur sur le plan économique. Donc les sanctions. Et des sanctions, est levé pour 6 mois, est suspendu. Le temps de voir comment le pays va se... Et justement, le pays... Il y a encore il y a des femmes, les chrétiens sont inquiets. Les femmes n'ont pas toujours la vie simple dans le pays. La justice n'est pas rendue. Les tortionnaires, certains, sont toujours à Damas, dans leur villa.
Donc, si vous voulez, il y a quand même des choses qui sont en suspens et qui, si elles ne sont pas réglées par le pouvoir, comme le disait Ziad, il a un gros problème, c'est nourrir sa population, il est vrai, mais il faut aussi... unifier le pays aussi. Aussi rendre la justice. Et je crois que ça, c'est très important. Il avait promis, Thomas, de rendre cette justice, également après ces tensions et ces violences intercommunautaires, on se rappelle de juillet dernier. Où en est-on à cet égard ? Pour l'instant, la justice, elle est comme le reste du pays, en état de coma dépassé. Où elle doit se relever, donc ça va faire partie du paquet d'aide pour relever cet état. Et après, effectivement, c'est primordial que justice soit rendue, mais je pense que la première étape, c'est de stabiliser le pays. On parlait de la Turquie, il y a la question kurde, bien sûr, dans le nord du pays. Donc ça, c'est encore... Puis ce qui est frappant, c'est de se dire que vous avez la présence américaine, les Américains, les Russes, les Turcs, toute cette présence étrangère. Il est loin d'être souverain. Je pense que Al-Shara, il a besoin d'asseoir encore son pouvoir et qui va passer effectivement par la justice, mais il doit donner des gages un peu, on l'a dit, cette société est extrêmement hétérogène, donc il faut qu'il navigue entre tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pari qui est fait par les Occidentaux, notamment, pas seulement, mais par les Occidentaux vis-à-vis d'Al-Shara. Il a été reçu, si ma mémoire est bonne, par Emmanuel Macron. Ça avait suscité beaucoup de critiques. Mais j'ai l'impression que tout le monde se dit il faut miser sur lui. On n'a pas le choix. C'est lui, aujourd'hui, l'homme de la situation. Il faut le soutenir, il faut l'aider, le porter à bout de bras pour qu'il stabilise le pays. D'autant qu'il y a eu une remontée de l'État islamique. Oui, bien sûr. Et c'est l'homme à abattre pour l'État islamique. Ouais. Laure, qu'en disent les dessins ? Oui, 3 dessins. On commence par un premier dessin venu de Syrie. C'est quand même intéressant de voir ce qu'en pensent les Syriens eux-mêmes de tout cela. Du grand dessinateur Fad Bahadi. Rétablissement des relations entre la Syrie et l'Amérique. Donc c'est quand même l'image d'un labyrinthe que le dessinateur convoque pour représenter cette visite, on l'a dit, historique. La première depuis l'indépendance de la Syrie en 1946. Donc effectivement, Trump a ouvert une porte en levant les sanctions, on l'a dit, sous l'influence saoudienne. Mais le dessinateur, on le voit, reste quand même très prudent sur la suite. Un autre dessin, alors là, de ce coup-ci, vu d'Israël, Duri Fink, dessinateur donc israélien, qui relève plutôt le paradoxe de la couleur orange, n'est-ce pas ? Et par là, donc, la défiance persistante à l'égard d'Al-Shara. Je le trouve assez drôle, ce dessin. En 2025, donc, on reçoit en grande pompe l'ancien djihadiste passé par des prisons américaines en Irak des années auparavant. Et c'est un petit jeu anecdotique sur la couleur orange. Tout le monde aura compris qui figure au premier plan. Et puis, pour terminer, un dessin de Jordanie, du grand dessinateur Emad Hajjaj. Tu disais, Thomas, que Al-Shara navigue. Voilà comment il navigue. Je le trouve très bien vu, ce dessin, parce que on voit que cette Syrie tente, après toutes ces années de guerre civile, de se maintenir à flot contre vents et marées. Il y a un Al-Shara au gouvernail, mais on voit qu'il est freiné par une barque à gouvernail multiple, avec d'un côté donc les Druzes à bâbord, les forces démocratiques, je traduis SDF à tribord, et on pourrait rajouter toutes les autres minorités qui composent cette unité fragile. Mais c'est un dessin qui est très étudié, parce que si on regarde la forme de la barque, en fait, c'est la forme schématisée de la Syrie. Donc voilà. Merci beaucoup Laure, et merci aux dessinateurs pour ces dessins. Troisième thème d'une semaine dans le monde ce soir. Après 361 jours de détention, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 81 ans, qui purgeait une peine de 5 ans de prison pour officiellement atteinte à l'unité nationale et outrage à corps constitué, pour avoir déclaré que sous la colonisation française, l'Algérie avait récupéré des territoires ayant appartenu au Maroc. Eh bien, il a été gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, et ce à la demande de l'Allemagne, qui a servi de médiateur. Boualem Sansal est depuis arrivé en Allemagne, où il est soigné alors qu'il est atteint d'un cancer de la prostate. Emmanuel Macron a remercié le président Steinmeier pour sa médiation, et le président Tebboune, je le cite, pour ce geste d'humanité. Le journaliste sportif Christophe Glaise, lui, reste toujours détenu en Algérie, je le rappelle, arrêté en mai 2024 après un reportage sur un club de foot de Tizi Ouzou, dont le dirigeant est à la tête d'un mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un mouvement qui est classé terroriste par Alger. On va tout de suite écouter la réaction de la fille de Boualem Sansal après sa libération. C'est un immense soulagement, et je suis vraiment heureuse qu'il soit enfin libre, même s'il a un an de plus et qu'il est malade.
Thomas, un petit rappel donc de cette histoire, Boualem Sansal, victime des tensions franco-algériennes qui durent depuis juillet 2024 autour de la reconnaissance, après cette reconnaissance par Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Oui, qui était vraiment une question centrale pour le régime algérien. Ce conflit dure depuis les années 70. Et là, il y a une percée diplomatique du Maroc, puisque les États-Unis, l'Espagne, puis la France ont fini par basculer dans le camp du Maroc, si on peut dire, en disant que ce territoire du Sahara occidental appartenait au Maroc. Il y a eu en plus cette nouvelle percée aussi aux Nations Unies, puisqu'il y a un texte qui a été voté qui dit que le Maroc, si j'ai bien suivi, le plan marocain doit servir de base pour trouver un règlement. Donc on sent que l'Algérie est en perte de vitesse sur le plan diplomatique. Est-ce que c'est une des raisons qui ont conduit à la libération de Boualem Sansal ? Clairement, le régime algérien a besoin sans doute de sortir d'une forme d'isolement. C'est passé par l'Allemagne, ce qui permet à tout le monde de sauver la face. Il fallait sortir de ce tête-à-tête post-colonial entre la France et l'Algérie. Voilà, c'est une excellente nouvelle pour Boualem Sansal, pour tout le monde. Vous l'avez dit, il faut penser à notre confrère Christophe Glaise. C'est quand même incroyable qu'il soit en prison parce qu'il a juste réalisé un reportage sur le foot kabyle et parlé, soi-disant, à un séparatiste kabyle. Enfin, c'est ahurissant. Espérons, je ne sais pas si l'Allemagne ou un autre pays peut faire quelque chose, mais espérons que sa libération soit pour bientôt. Et voilà, en tout cas, c'est aussi une chance peut-être d'esquisser un rapprochement entre Paris et Alger. On a absolument besoin de rétablir des liens. Moi, personnellement, je me dis que quand on voit la situation dans le Sahel, tout le monde a intérêt à essayer de s'entendre, parce que si jamais le Mali tombe, les Algériens sont aux premières loges au nord du pays. Et puis le patron de la DGSE français l'a dit cette semaine, personne n'a envie, côté français, qu'il y ait un califat islamiste qui se constitue au cœur du Sahel. Pas sûr que ces groupes, on a souvent dit que c'était la justification pour l'intervention militaire française, qui pouvait fomenter des attentats sur le sol français. Ça ne s'est jamais vérifié. Mais effectivement, par le passé, on a vu ce type d'espace se créer avec des islamistes à leur tête, et on sait ce à quoi ça peut aboutir. Ziad, sur cette médiation allemande qui a pu surprendre Moi, je pense qu'on avait besoin d'une tierce partie et que ça s'est fait en intelligence avec les Allemands qui ont des relations avec l'Algérie. Il ne faut pas croire que les Allemands n'existent pas en Afrique. Ils font beaucoup de business, donc ils ont des liens, ils ont des connexions, ils ont des services qui sont très opérationnels. Ils sont discrets, mais ils existent. Donc ils avaient les canaux pour monter cette opération triangulaire. C'était assez rigolo de voir toute l'ultra-droite française hurler à la faiblesse française, alors que c'est une opération relativement bien menée de médiation qui a quand même permis la libération de Boualem Sansal. Je pense aussi qu'il y avait un problème franco-français qui crée un blocage, c'est-à-dire que... Bruno Retailleau ? Oui, la politique dite de la fermeté, etc., ne faisait que ralentir le processus. L'arrivée de quelqu'un comme Laurent Nunez, qui est perçu comme un des algérianos spécialistes en France, qui a lui des réseaux aussi algériens, qui connaît tout le monde, etc. Il appelle maintenant un apaisement. Oui, et surtout, il va peut-être aller en Algérie, rétablir les circuits de discussions sécuritaires qui sont extrêmement importants, parce que les Algériens sont très bien informés aussi sur tout ce qui se passe dans les sphères djihadistes, dans tout ce qui bouge, etc., sur les flux de migration. Donc on sent qu'il y a un petit réchauffement. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir que l'affaire Boualem Sansal, c'est une affaire française, mais c'est une affaire algérienne. Sa libération a fait beaucoup de remous en Algérie aujourd'hui et hier, entre ceux qui disent oui, le président Tebboune a raison, ça permet de pacifier nos relations à un moment, etc. Et puis c'est un geste humanitaire, et puis la liberté de la presse. Puis il y a des gens dans le spectre, par exemple, de ce qui reste des sociétés civiles démocratiques algériennes qu'on dit, mais alors, si on libère Boualem Sansal, pourquoi on ne libère pas celui-là ? Pourquoi on ne libère pas celui-là ? Pourquoi on ne libère pas celui-là, qui ont été mis en prison pour leurs idées ? Et puis, il y a les mouvements conservateurs pour qui cette histoire de l'interview dans un magazine quand même très ultra conservateur pour dire l'Algérie, il y a des territoires qui ne sont pas algériens en Algérie. Alors, dans les milieux ultra algériens, c'est juste un anathème absolu. Donc, ce n'était pas si simple non plus, et il faut le rappeler, pour les Algériens de s'extraire de cette histoire eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt, on peut croiser les doigts et dire que c'est une bonne chose. Concernant le journaliste sportif, il y a une difficulté juridique, c'est qu'il est en appel.
L'appel, c'est le 3 ou le 4 décembre. 3 décembre. Et donc, c'est une et fois donc, que dans la le peine sera process, prononcée, oui, mais et puis, excusez-moi du cynisme, ils vont pas libérer tout le monde d'un coup. Donc, on est à mon avis, dans un process. Si le clan des raisonnables en France tient la route, j'espère qu'on aura aussi une solution assez vite positive. Début 2026, en tout cas, on l'espère. Patricia ? Tout a été dit pratiquement, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Non, si ce n'est peut-être... Sur l'évolution peut-être à venir des relations franco-algériennes. Félicitons-nous que Boualem Sansal soit sorti. Inquiétons-nous pour Glaise, parce que je pense que même après l'appel, la partie ne sera pas simple. Rappelons qu'il y a des poètes, des blogueurs, des intellectuels algériens qui croupissent aujourd'hui en prison en Algérie. Ça, c'est très important. Et depuis la répression contre l'Irak, cette révolte contre la fin de Bouteflika, effectivement, ils sont nombreux à avoir rejoint les prisons algériennes, ou d'ailleurs prisons où on ne peut pas lire, disait Boualem Sansal dans un des premiers mots qu'il a prononcés, sauf à se faire rentrer en loose dé quelques livres. Vous imaginez, on ne peut pas lire, sauf à se faire rentrer par quelques petits accords des livres. Donc les prisons, ce n'est pas une partie de plaisir, donc on pense vraiment à notre confrère. Alors maintenant, la politique. Alors la politique, effectivement, il faudrait effectivement pas trop qu'elle s'invite. Alors, il y a des facteurs qui ont tendance à pousser l'Algérie vers quelque chose. On va renégocier, on arrive à la fin d'un espèce d'accord de libre-échange potentiel, c'est-à-dire d'améliorer les relations économiques et faire baisser les tarifs douaniers de l'Union européenne et l'Algérie. L'Allemagne y est favorable. La France avait dit qu'elle peut-être ne serait pas opposée, mais... Voilà, donc c'est important, la France en Europe. Donc l'Algérie a tout intérêt à avoir, effectivement, de voir ce travail aller dans son sens. Elle a aussi intérêt à ce que les questions, et les Français ont aussi intérêt à ce que les questions mémorielles soient expurgées. C'est-à-dire que les Algériens qui regardent un peu leur passé, mais que nous, on regarde notre passé, sans le politiser avec tous les camps qui montent sur leurs grands chevaux pour gagner des voix dans leur électorat. Et puis, dernière chose, petit point, le G20 arrive, et au G20 sera Emmanuel Macron et le président algérien. Alors on ne sait pas, un alignement des planètes. On verra ce que ça peut donner. Laure, les dessins sur la libération de Boualem Sansal. On va commencer par le dessin très attendu de Dilem, dessinateur algérien, star, n'est-ce pas? Boualem Sansal gracié à la demande de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on dit? Dankeschön. Sansal s'est radicalisé en prison. Il a appris l'allemand. Génial pirouette. Un autre dessin que j'aime beaucoup du dessinateur français Cambon. Je l'aime beaucoup parce que je trouve à la fois humoristique et très tendre. Boualem Sansal libre. On s'écrira, demande ce gardien de prison. Donc on comprend par ce dessin à quel point un écrivain n'a absolument rien à faire en prison. D'une part, mais ça pourrait presque être la dernière vignette d'une BD sur son incarcération. En fait, ce dessin dit tout ce qui s'est passé avant, je trouve. C'est une vraie réussite. Et puis pour terminer, ce dessin d'Hector, dessinateur français, petit pied de nez à la France qui a échoué là où l'Allemagne a réussi. Et puis évidemment, une pensée pour notre journaliste français Christophe Glaise. Dites Walter, vous avez des nouvelles de Glaise? Demande Macron un petit peu piqué. Ich bin ein Berliner, se félicite Sansal. Voilà, donc on pense effectivement à Christophe Glaise et on espère le voir très très vite libéré. Libération prochaine, effectivement. Merci Laure. Allez, dernier thème d'une semaine dans le monde ce soir, 13 novembre 2015, c'était il y a 10 ans déjà. Chaque Français se rappelle où il était au moment des pires attentats qu'ait connu le pays, à Saint-Denis, sur des terrasses du 11e arrondissement, puis au Bataclan, 132 morts en quelques heures, 400 blessés physiques, des milliers de blessés psychiques, un choc immense, traumatique qui a touché en plein cœur la société française et suscite une onde de choc à l'époque à l'international, une tragédie dont la mémoire reste encore très vive 10 ans après. Journée de commémoration hier chargée en émotions, hommage au Stade de France, puis aux terrasses des cafés, puis au Bataclan, suivi de l'inauguration de ce jardin du 13 novembre près de l'hôtel de ville de Paris. On va écouter Emmanuel Macron, c'était lors de la cérémonie. A tenu. Vous avez tenu. La France a tenu. La République a tenu, dans l'urgence, par la fraternité, par la justice, par la vérité, par l'amour de la vie. Nous avons tenu.
Cérémonie que j'ai trouvée très émouvante. Ziad, je ne sais pas si vous avez oui, elle est vu émouvante, les elle est à la hauteur de la blessure, de ce que la France a vécu et de ce que les victimes ont vécu et de l'impact que vous avez très bien décrit. Après, moi, ce qui m'a parlé aussi, c'est que c'est des attentats qui auraient pu totalement déstructurer ce pays. C'est-à-dire, ça aurait pu nous casser au sens du vivre ensemble qui est déjà compliqué. Et même si ça a créé quand même une problématique musulmane en France, même si ça a alimenté aussi une espèce de renaissance de l'ultra-droite jeune en France, la société française a tenu. La société française a continué à vivre ensemble. La société française a montré qu'elle avait de la résilience, parce qu'il y a les attentats, mais si on fait le déroulé, la crise du Covid arrive, donc c'est un pays qui est percuté de nouveau, etc. Et qu'est-ce qu'on voit quand même? Cette ville qui a été martyrisée au sens propre, c'est redevenu une des grandes villes du monde où tout le monde vient, au point que j'ai lu quelque part qu'un ministre a dit qu'il faut qu'on fasse gaffe au surtourisme, à la surpopulation, etc. Donc on a cette force, et c'est dommage que cette force ne s'exprime que quand on est dans la commémoration, elle ne s'exprime pas plus souvent quand on est dans la vie normale. C'est-à-dire de dire que cette France, elle n'est pas aussi cassée, aussi divisée, aussi là, on épuisée. est rassemblés, Patricia, alors que les fractures, on n'en manque pas. 2015, cette année 2015, avec les deux gros attentats, surtout celui du Bataclan, ça montrait une France qui s'est unie au-delà de la politique. On avait l'impression que tout le monde se rassemblait. Et puis, finalement, après, cette unité, on n'a pas su quoi en faire. Souvenez-vous, à un moment donné, quand même, les policiers étaient applaudis durant cette période. On en est très loin aujourd'hui. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'on a su, la France est capable, dans des moments tragiques, de se réunir. Et après, 1 an et demi, 2 ans après, même avant le Covid, c'est reparti dans les querelles partisanes qui font honte à tous les Français, pratiquement. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne peut pas garder cet esprit d'unité? Qu'est-ce qui ferait en sorte que nos hommes politiques soient emplis de cette année 2015 où ils faisaient passer leurs différends et leurs petites querelles de chapelle pour être réélus dans un projet d'unité nationale. Le projet d'unité nationale, nous n'en avons pas aujourd'hui. Et Thomas, commémoration dans un contexte où le ministre de l'Intérieur l'affirme, la menace terroriste reste pourtant encore très importante sur notre territoire. Oui, mais c'est vrai qu'on régulièrement les autorités communiquent là-dessus. Ça serait intéressant à analyser. Peut-être est-ce que pour que les Français maintiennent leur vigilance sur les attentats qui sont des projets d'attentats qui sont déjoués. Il y a eu encore là récemment, on a parlé de la compagne de Salah Abdeslam qui était peut-être... Enfin, vous voyez, des choses qui se passent aussi, y compris en prison. Donc, il faut rester très prudent, très vigilant. Moi, ce qui me frappe, quand même, j'entendais les témoignages, beaucoup de gens ont dit, dans les jours qui ont suivi les attaques du 13 novembre, on était fiers d'être Français, on était une société qui était debout, unie. Mais c'est vrai que malheureusement, bien sûr, cette société, elle n'est pas si unie que ça. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est d'entendre des discours... sur des chaînes de télé, dans des journaux, des discours de politique extrêmement virulents, on peut le dire, islamophobes. Et ça, on jette de l'huile sur le feu. Il faut absolument lutter, je trouve, contre ce type de discours qui fracture la société française. Juste un petit point quand même intéressant, c'est que ce qui a fait les attentats de 2015, c'était la sphère djihadiste qui était en Syrie, en Irak, etc. Et toute cette puissance-là qui est venue par les vagues de migration qui sont passées par les routes de Turquie et de Grèce, etc. Ça, ce chapitre-là, à ce jour, est relativement désarticulé. C'est-à-dire la menace n'est plus une menace directe qui vient du Moyen-Orient. Et c'est pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est le déplacement de ces djihadismes vers l'Afrique. Vers l'Afrique, oui. Et alors, c'est moins facile. Oui, mais l'Afghanistan, c'est loin, c'est quand même loin de nous. L'Afrique, d'abord, on a des intérêts européens et français en Afrique, et ces JNIM, ces États islamiques, ces Al-Qaïda, ces machins qui traversent le Sahel, qui s'installent sur toute la bande, c'est le nouvel épicentre de la bataille contre le djihadisme. Et c'est important de s'en rendre, même si le risque Orient est toujours vivant. C'est un islamisme qui est nationaliste, passer au dessin. Alors que le corps d'offense est quand même internationaliste. Et c'est important.
Allez, Laure, les dessins sur le 13 novembre. Oui, je me suis replongée dans les centaines de dessins qu'on avait reçus il y a 10 ans. Je ressors donc cette pépite du grand dessinateur suisse Chapat, qui travaillait à l'époque pour le New York Times, quand le New York Times publie encore du dessin de presse. C'est une pépite parce que voilà, tout le monde aura compris évidemment la réinterprétation du baiser d'hôtel de ville de Robert Doisneau et ce djihadiste qui surgit et tout le décalage de la barbarie en fait est constitué dans cette image. Un autre dessin absolument glaçant du dessinateur britannique Croze qui traduit vraiment le sentiment d'effroi de cette nuit qu'on a tous vécue et qui se passe presque de commentaires. Et puis pour terminer, un dessin du dessinateur français Baloué. Alors vous savez que les dessinateurs se saisissent souvent de ce tableau, La liberté guide dans le peuple de Delacroix, mais qui rend justement hommage à la résistance et à la pulsion de vie dont on a parlé, qui a permis à la société française de tant bien que mal rester debout en espérant effectivement que ça dure. Merci beaucoup Laure pour ces dessins d'il y a 10 ans très émouvants. C'est la fin d'une semaine dans le monde. Merci donc Laure, Thomas, Patricia Ziad d'avoir participé à cette émission. Retrouvez sur notre site internet. Restez avec nous. L'actualité revient dans quelques minutes.